Bonsoir. Les résultats de l'élection américaine sont très serrés et des dépouillements encore attendus. Le suspense est total aux États-Unis et la tension monte. Dans un discours incisif, Donald Trump, le président sortant, a dénoncé une fraude accusant Joe Biden de vouloir voler les élections. Pour analyser au peigne fin ce qui se passe actuellement aux États-Unis, nous avons invité Mamadou Diouf, éditorialiste. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Michel. Alors, le débat va s'articuler autour de trois choses. Joe Biden parti pour gagner. Ensuite, USA. Le Sénat toujours dans l'escarcelle des républicains. Et ensuite, contestation électorale. Trump atypique jusqu'au bout. Joe Biden parti pour gagner. Mamadou Diouf. Pour le moment, il a réussi à avoir 238 grands électeurs. Trump en a pour le moment 213. Il faut rappeler que l'élection aux États-Unis n'est pas une élection au suffrage direct. On se rappelle encore, si c'était une élection au suffrage direct, c'est Mme Hillary Clinton qui a gagné les dernières élections face à Donald Trump. Mais ici, il faut avoir le maximum en matière de grands électeurs. Il faut 270 pour pouvoir remporter les élections. Pour le moment, Biden est en tête avec encore de suspense, puisqu'il y a des États où le dépouillement n'est pas encore terminé. On ne sait pas qui emportera ces États. Mamadou, on voit que tout le monde entier est accroché aux élections aux États-Unis. Pourquoi? Mais c'est tout à fait normal parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est la première ou la deuxième puissance économique du monde. C'est la première puissance militaire du monde. Donc quand ça bouge de ce côté, il est évident que cela a des répercussions sur le reste du monde. L'autre raison, vous avez un président atypique qui est là. Tout le monde se demande est-ce qu'il va falloir le supporter pendant 4 autres années ou bien est-ce que les gens vont pouvoir dire ouf, Trump va partir et certainement il partira avec l'unilatéralisme et on va revoir les États-Unis rentrer dans le concert des nations dans le cadre d'une action collégiale avec les autres nations, pas dans le pilotage individuel que Trump a amené en sortant de plusieurs accords internationaux signés par ceux qui l'ont précédé. On voit, Mamadou, actuellement que Joe Biden a son destin sur le Wisconsin et le Michigan. Une fois que les bulletins de vote par correspondance seront comptabilisés, pourquoi avoir aussi son destin à ce niveau? En fait, le système de vote au niveau des États-Unis, ce n'est pas seulement l'État qui vote. L'État permet d'avoir un certain nombre de grands électeurs. Et les États n'ont pas le même nombre de grands électeurs. Aujourd'hui, puisqu'il est déjà à 238, il lui manque 32 voix pour avoir 270. Cela fait que quand on fait le compte, il suffit qu'il gagne par exemple le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Nevada, où il n'y a que 6 grands électeurs. S'il gagne ces 3, les élections sont terminées. On peut le faire avec d'autres États où il y a non pas 6, mais 10 ici, 26 là-bas, 10 de l'autre côté, etc. Le jeu consiste pour lui à pouvoir avoir dans le reste des États 32 grands électeurs. S'il le réussit, il gagne les élections, quel que soit maintenant l'État où il l'a gagné, puisqu'il y a une fixation sur la Pennsylvanie, mais il peut gagner les élections sans pour autant gagner la Pennsylvanie. Si le nombre d'électeurs de la Pennsylvanie, il parvient à la gagner sur plusieurs autres États. L'ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande, qui est un démocrate, ambassadeur de Barack Obama, dit le vote pour Trump relève d'un déficit grave du système éducationnel américain. Pourquoi? Le problème, c'est que quand on regarde les sondages, on s'attendait à une vague bleue, comme on disait, bleue comme la couleur des démocrates, donc Joe Biden qui gagne, et les gens s'attendaient au contraire à ce que les choses se clarifient très rapidement. Aujourd'hui, c'est le contraire qu'on voit. Il est vrai que Biden est en avance par rapport à Trump, mais Trump a gagné dans l'électorat, parce qu'il y a eu quand même un taux de participation extraordinaire. Dans ce taux de participation extraordinaire, les gens n'ont pas voté pour Biden seulement, Trump a élargi son électorat. Et quand il parle, c'est ça, il ne comprend pas pourquoi ceux qui avaient voté Trump ont voté Trump encore, malgré tout ce qu'on a vu pendant 4 ans comme, j'allais dire, erreurs qui ont été commises par le président de la République. On a failli le destituer, son attitude sur le plan international.
non seulement le nombre de personnes qui ont voté pour Trump n'a pas diminué, mais au contraire, le nombre a augmenté. C'est pourquoi il pose un problème sérieux. Est-ce que dans le système éducatif, il n'y a pas quelque chose à revoir? Parce qu'en toute logique, Trump, dont on disait il ne fera même pas 1 an aux États-Unis quand il a commencé avec ses gaffes, s'il fait 4 ans et on veut lui donner 4 autres années, il a raison de s'interroger sur qu'est-ce que le système éducatif américain a produit pour que les Américains pensent à reconduire quelqu'un comme Trump à la présidence. Vous pensez que les gens ont voté pour Biden ou bien ont sanctionné Donald Trump? Il y a les deux. Quand on regarde les Américains parler, vous avez des gens qui ont voté pour Biden, puisqu'ils sont convaincus, c'est des démocrates, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce pays, il y a encore cette conviction d'être démocrate ou d'être républicain qui est là, qui est ancrée au niveau d'un certain nombre de personnes. Il y a d'autres personnes mais qui avaient voté Trump qui disent non, on ne va pas continuer, ce monsieur va nous amener à la catastrophe. Mais le contraire existe. On a vu des gens qui avaient voté démocrate généralement et qui disent cette fois, ils ne voteront pas pour Biden parce qu'on a l'impression que Trump s'occupe plus de l'économie américaine, il va plus protéger également les Américains. Vous avez cela dans les deux sens où certains ont préféré apporter leur vote de l'autre côté. Vous avez maintenant un certain nombre de personnes qui très tôt avaient commencé à manifester contre le président Trump quand il a commencé avec ses gaffes. Bien sûr, toutes ces personnes ont voulu créer une vague anti-Trump, mais il faut le dire, la vague n'a pas trop marché parce que les partisans de Trump, ça n'a pas changé. J'ai l'habitude de dire, il a des adhérents qui font à peu près 40% et ça se voit clairement au niveau des résultats. Et lors de la campagne électorale, on a vu aussi l'apport de l'ancien président Barack Obama. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui qu'on a peur du trumpisme aux États-Unis? On a peur et avec raison. Je dirais qu'Obama est venu un peu tardivement quand même. Je ne sais pas pourquoi il a attendu le dernier moment parce que Obama devait venir pour donner un peu plus d'énergie à la campagne de Biden. Trump l'appelait l'endormi, ce n'était pas du jeu. Les Américains sont des Yankees, c'est des cowboys. Ils aiment une campagne avec le show. Vous avez vu Trump. Il a bien compris cet état d'esprit des Américains. Il l'a joué à fond, Covid ou pas. Biden, c'est vrai, voulant tenir compte de Covid, mais n'étant pas aussi agité que Trump l'est, il a perdu de ce point de vue-là. Et un Obama qui plongeait plus tôt dans la campagne aurait aidé à dynamiser cette campagne de Biden, mais il est venu tardivement. Mais lui, ce n'est pas la peine de demander quel est son avis par rapport à Trump. On l'a vu réagir plusieurs fois en tant qu'ancien président de la République et se montrer complètement en porte-à-faux avec des positions qui ont été prises par le président de la République. Effectivement, il y a de quoi avoir peur de 4 années de Trump encore, puisque heureusement pour ces 4 années, beaucoup avaient envisagé des catastrophes qui n'ont pas eu lieu, mais on va craindre qu'elles se produisent au niveau de ces 4 autres années si il est réélu. Vous l'avez dit tout à l'heure, les sondages mettaient plus devant cette vague bleue qu'on n'a pas finalement eu. Pourquoi les sondages, on a l'impression qu'ils trompent aux États-Unis? Parce qu'il y a encore 4 ans, on a vu avec Mme Clinton, on nous avait dit qu'elle allait gagner. Finalement, c'est Donald Trump qui a gagné. En fait, il y a une nuance dedans. Hein. Les sondages par rapport à Clinton, ce qui avait été dit, c'est ce qui est sorti dans les journaux. Clinton a gagné avec des millions de voix de plus par rapport à Trump. Mais comme j'ai dit, c'est le système américain qui crée maintenant cette particularité. Quand le sondage a un caractère national, même si vous avez la majorité, ça ne signifie rien. Parce que vous pouvez gagner un État, vous avez 6 grands électeurs. Vous gagnez un autre État, vous avez 20 grands électeurs. Ce qui veut dire que le sondage national ne permet pas de régler cette répartition des grands électeurs, alors que c'est eux qui, au finish, vont élire le président de la République. Donc avec Hillary Clinton, c'est ce qui s'était passé. Et il y a des États où les gens étaient convaincus que les démocrates allaient gagner. C'est le contraire, c'est les républicains qui avaient gagné. Et cela avait fait que, au niveau des États, effectivement, par le nombre des grands électeurs, les choses ont basculé du côté des républicains, ce qui a permis à Trump d'être élu. Cette fois, on est à peu près sur la même situation. On s'attend à ce que Biden puisse avoir plus de voix, ce qui ne règle pas le problème à l'échelle nationale, puisque ce n'est pas un suffrage direct, mais il y a un combat maintenant sur les grands électeurs, puisque s'il n'a pas 270 grands électeurs de son côté, il est clair que c'est Trump qui risque de gagner à nouveau, même si Biden l'emporterait si c'était un suffrage universel
direct. On voit Trump qui sort et qui accuse Joe Biden de vouloir frauder les élections. Est-ce que le président sortant voit de loin sa défaite venir? Il craint sa défaite. Et un bon stratège, si vous regardez ce qu'il a fait, il a déjà préparé les gens depuis fort longtemps à sa défaite. Voilà. Quand je regardais, je me disais, mais est-ce que les États-Unis, c'est un pays quelque part en Afrique de l'Ouest? Mais la seule différence, c'est que d'habitude, c'est l'opposant qui a tendance à avoir cette attitude. Voilà. Ce qui est curieux ici, c'est que c'est celui qui est au pouvoir. Quand ça se fait chez nous, c'est l'opposant qui, avant les élections, dit les élections seront fraudées, les élections seront volées, nous n'accepterons pas les résultats alors qu'on n'a pas encore voté. On a vu Trump le faire alors qu'on n'a pas encore voté. Pendant qu'on est en train de donner les résultats, il l'a répété en disant qu'il a gagné. Et bon, heureusement, aux États-Unis, c'est un État démocratique. Une chaîne comme NBC a démenti le président de la République après son discours. Sur Twitter, quand il a dit qu'il a gagné, les gens ont dit que le message-là, il faut faire attention. On ne peut pas, ce n'est pas un message crédible, c'est un message trompeur. Donc, effectivement, on ne s'attendait pas à voir le président de la République commencer à dire « on m'a volé les élections » parce que théoriquement, c'est lui au pouvoir, c'est lui qui organise les élections. Mamadou, pourquoi on voit aussi cette différence au niveau des grands électeurs dans les différents États? Quand vous voyez la Géorgie, il y a 16 grands électeurs, Michigan, 16 également, le Nevada en a que 6. Tout à fait, c'est que le système qu'ils ont, il ne faut pas oublier que les États-Unis, ce n'est pas un pays comme nos pays habituels. Ils ont un double système. Un système qu'ils appellent fédéral, qu'on appellerait chez nous national, ouais. Et un système qui fonctionne État par État, de sorte que, même d'un point de vue juridique, quand vous regardez les lois dans les États, sur certaines questions, les États n'ont pas les mêmes lois. De la même manière, en termes de représentation, les populations américaines ne sont pas réparties de la même façon au niveau de tous ces États. Et c'est ça qui fait que là où il y a un très grand nombre de populations, vous avez une représentation qui est beaucoup plus forte. Et parce que la représentation est beaucoup plus forte, le nombre de grands électeurs est beaucoup plus grand. D'ailleurs, quand on fait les découpages électoraux chez nous, quand on ne le fait pas avec des stratégies pour gagner les élections, c'est comme ça que ça se fait. Normalement, le nombre de députés dans une région par rapport au nombre de députés dans une autre région devrait être en relation avec le nombre réel de population dans l'espace géographique donné. C'est la même règle qui se trouve là-bas. C'est pourquoi les États les plus peuplés se retrouvent avec un nombre de représentants, un nombre de grands électeurs plus grand par rapport à d'autres États qui peuvent géographiquement être même plus larges, mais très peu peuplés. Selon Charles Adams, qui est l'ambassadeur dont il vient de parler, Joe Biden peut encore gagner dans le Michigan et le Wisconsin. Et si le contraire arrivait, Mamadou, ça veut dire que Trump passe devant? Pas nécessairement, puisque le jeu actuellement est sur plusieurs pays. Au niveau du Michigan actuellement, Biden est en tête. Au niveau du Wisconsin, Biden est en tête. Mais comme on dit, tout n'a pas encore été dépouillé. Oui. Beaucoup de gens pensent qu'il va gagner parce que de façon générale, ce qui reste, c'est les votes qui ont été faits plutôt par la poste. Voilà. Et on a vu comment Trump a peur de ces votes. D'ailleurs, dans la campagne, il avait dit à ses militants que personne n'aille voter par ce système-là. Allez voter directement. Et on sait qu'au niveau des démocrates, beaucoup de gens ont utilisé ce système qui permettait de voter par anticipation plusieurs jours avant les élections. Mais si on considère que ce vote sera effectivement favorable à Biden, mais dans ces États, on attend plutôt que Biden gagne. Si Trump gagne, ça sera une véritable surprise. Quand on regarde le tableau de Associated Press, ces États sont déjà mis en couleur bleu clair, c'est-à-dire pas exactement le bleu foncé, mais pour montrer que ces États peuvent devenir bleus, c'est-à-dire être gagnés par Biden. Trump peut gagner parce qu'on n'a pas encore dépouillé un certain nombre de votes pour savoir de quoi il s'agit, mais pour le moment, on attend plutôt Biden au niveau de ces États. Mamadou, on voit aussi que la démographie des électeurs de Joe Biden est aux antipodes ou bien différente, semble être différente de celle d'Hillary Clinton. Oui, mais c'est clair parce qu'il ne faut pas oublier que d'un mandat à un autre, d'une personne à une autre, mais d'une élection à une autre, les données changent. Même d'un point de vue population, vous avez des zones qui ont été
en quelque sorte reconstituer, parce qu'aux États-Unis, les populations se déplacent d'une ville à une autre en fonction de là où se trouve l'intensité de l'activité économique. Ce n'est pas des gens qui se disent je suis dans un État, je suis en Arizona, je reste en Arizona. S'ils trouvent un travail au Texas, ils plient bagages et ils partent sans aucune hésitation. Donc il y a déjà cette mobilité de la population qui est une réalité aux États-Unis qui n'a rien à voir avec le vote en tant que tel. Il y a un autre élément également qui intervient. Il y a eu toute une vague qu'on a voulu anti-Trump. Il y a eu de très grosses manifestations à un certain moment. Rappelez-vous la question des armes. Oui. Quand on a tué les enfants dans les écoles, tout le monde avait dit mais non, ça, il y aura un impact, ça ne va plus finir. Mais vous avez ces déplacements de vote parce qu'à par moment, certains qui étaient convaincus qu'il fallait porter les armes sont devenus convaincus qu'il ne faut pas les porter. Mais le contraire également existe, ce qui fait qu'effectivement, l'électorat, ce n'est pas les mêmes groupes qui sont restés. Sauf que pour Trump, il a un groupe quand même que j'appelle des adhérents qui sont restés pratiquement les mêmes. Et quand il parle, vous voyez clairement que Trump s'adresse à ces gens. Quand il parle de nous n'allons pas accepter, c'est ces gens qui aiment ce discours chaud-là. C'est à ceux-là qu'il s'adresse. Et vous les voyez manifester déjà dans la rue, disant que Trump a gagné les élections. Et on va voir ce côté contestation de Trump. Trump atypique jusqu'au bout. Est-ce que Mamadou, Covid-19 a véritablement joué dans la balance? Parce que c'est à ce niveau qu'on voulait avoir Trump. Visiblement, ça n'a pas marché. Ce n'est pas évident parce que, à regarder le nombre de cas aux États-Unis, le nombre de décès, si les gens avaient voté en tenant compte de la gestion du Covid, on devrait aujourd'hui savoir déjà c'est quoi les résultats des élections. Ça devait être bouclé depuis fort longtemps. Puisque incontestablement, la gestion de Trump de cette maladie a été une véritable catastrophe. Donc ça, si les gens avaient voté sur cette base, ce serait autre chose. Mais comme je l'ai dit au départ, les gens sont des démocrates, les gens sont des républicains. Est-ce que le républicain va abandonner sa conviction parce que le président républicain n'a pas bien géré une crise sanitaire? Ça n'a pas été le cas. Il y a certainement un effet qui sera là par rapport à la maladie, mais ça n'atteindra pas l'impact qui avait été dit au début en pensant que, à cause de la maladie, Trump va avoir de gros problèmes. On le voit actuellement tout proche de Biden, parce que ce n'est pas encore fini. Le second point, les USA, le Sénat toujours dans l'escarcelle des républicains. Oui, on voit les républicains qui ont pris le Sénat. Est-ce que si Biden arrive à gagner, ça peut être comme du beurre pour lui? Ah non, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Il ne faut pas oublier que c'est le Sénat qui a empêché la destitution de Trump. Ouais. La Chambre des représentants avait plié cette affaire rapidement parce qu'ils sont majoritaires là-bas et de façon écrasante. Ils ont d'ailleurs gardé cette majorité au niveau de la Chambre des représentants, mais il fallait ensuite venir au Sénat et c'est là-bas qu'il fallait prendre la décision. Mais puisque les républicains étaient majoritaires, on espérait même que certains quittent les républicains pour voter avec les démocrates. Ça n'a pas été le cas. Mais cela veut dire que si Biden devient président et que le Sénat reste entre les mains des républicains, Biden aura du mal à dérouler son programme. Puisque ce Sénat a quand même une capacité de blocage. On l'a vu avec cette destitution que beaucoup de gens souhaitaient. Tout le monde disait que c'était terminé, mais puisque c'était, j'allais dire, un jugement politique, pas un jugement juridique, la majorité l'a emporté et la majorité était une majorité républicaine. Si Biden doit diriger avec une majorité républicaine, il aura affaire avec ce Sénat, puisque le Sénat pourra refuser qu'il mette en place un certain nombre de ses promesses électorales. Mamadou, on sait que le rôle du Sénat aux États-Unis d'Amérique est principalement de voter les lois fédérales. Maintenant, avec la probable élection de Joe Biden, ne voyez-vous pas qu'il y a deux Amériques aux antipodes aujourd'hui? Mais il y a déjà deux Amériques. La campagne électorale a déjà montré deux Amériques. La situation actuelle où les résultats ne sont pas encore sortis, on voit ces deux Amériques. Vous avez vu Washington, vous avez vu dans un certain nombre d'États américains, on s'est mis à se barricader en se disant qu'il y aura la violence. Ben, on est dans quel État? C'est terrible qu'on en arrive aux États-Unis à se dire, mais attendez, quand on va donner les résultats des élections, il y aura des casses, il y aura des pillages. Bon, ce n'est pas ça la démocratie. Oui. Même si on voit ça ailleurs, ce n'est pas ça la démocratie. Et c'est dû au fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont pour le trumpisme et à 100%, tout comme vous avez des gens qui sont foncièrement contre le trumpisme. Et ça a finalement créé cette, j'allais dire, division au niveau des Américains.
avec Trump qui prône ce American Way of Life auquel les gens sont habitués, oui. Ça marche, nous sommes les plus forts militairement, nous sommes les plus forts sur le plan économique, c'est nous qui allons dire dans quelle direction le monde va aller, avec d'autres qui raisonnent en disant nous faisons partie d'un monde global, la Terre ne se limite pas aux États-Unis, il faut pouvoir faire avec les autres, même s'il faut travailler à être les premiers, mais on a deux, effectivement, groupes qui sont là, complètement opposés par rapport à ce qui se passe présentement. Vous l'avez dit, l'Amérique est la première puissance, si on peut le dire, en matière de démocratie. Et l'Amérique a toujours donné des leçons au reste du monde. Qu'est-ce qui fait qu'en 4 ans, il y a eu aussi tant de choses qui vont à l'encontre de cette démocratie? Mais c'est que la façon dont Trump a gouverné ce pays a surpris plus d'un. Quand quelqu'un arrive rapidement, il sort des accords internationaux, on dit mais attendez, vous voyez ce que ça a donné comme résultat. Si vous prenez ses relations avec la France, avec le président Macron en particulier, tantôt on se rapproche, on les voit, ils sont d'accord, mais parfois aussi c'est le coup de gueule. On a vu avec la Chine comment les relations sont chaudes, elles le sont restées. Ce n'est pas seulement par rapport au coronavirus, sur le plan économique, il y a eu cette guerre, il y a eu cette même guerre contre l'Union européenne de façon générale, etc. C'est-à-dire, c'est ce Trump qui est là, qui est venu à la limite perturber un monde dans lequel on disait, bon, le bipolarisme est parti après la guerre froide, plus d'unilatéralisme, il fallait un multilatéralisme qu'on était en train de mettre en place. Trump est venu casser tout et ramener encore cet unilatéralisme qui est en train de poser problème aujourd'hui au niveau des États-Unis et dans les relations internationales de façon générale. Et c'est pourquoi, même sur l'international, les gens ne le disent pas, mais très certainement, si on avait demandé à beaucoup d'autres chefs d'État de voter, beaucoup de chefs d'État vont voter Biden pour pouvoir avoir un interlocuteur qui va être beaucoup plus malléable qu'un Trump qui, avec ses tweets, prend tout simplement des décisions extrêmement fortes, avec des conséquences extrêmement fortes également, mais il le fait comme si de rien n'était. Même si Biden gagne les élections, vous ne voyez pas que le trumpisme va rester au niveau du Sénat et justement la prise des décisions, comme vous l'avez dit, par Joe Biden va être on ne peut plus compliqué pour le nouveau président. Oui, mais ils n'auront pas tous les pouvoirs. Ils n'auront pas tous les pouvoirs parce que c'est ce qui est intéressant dans la démocratie américaine, cet équilibre des pouvoirs dont on parle, vous le retrouvez là-bas. Trump en a été victime. Il ne faut pas oublier qu'il a pris des décisions parfois. Un juge d'un État, même pas à l'échelle nationale, a suspendu la décision du président de la République. Donc, c'est vrai que le Sénat est une force, mais le Sénat n'a pas toutes les forces. Et quand il y aura conflit jusqu'à un certain niveau, il y a d'autres mécanismes par lesquels le président doit pouvoir passer pour que, finalement, qu'on constate, on a vu parfois ces risques de cessation de paiement quand il y avait des mésententes entre la Chambre des représentants et le président de la République. On peut aller vers ça et souvent quand ça arrive à ce niveau, il faut à un certain moment s'arrêter et négocier pour trouver une solution. Biden sera obligé par moment de négocier avec le Sénat s'il n'obtient pas la majorité au niveau du Sénat. Mamadou, on a l'impression que pour pouvoir avoir des voix au niveau du président de la République est différent du niveau des sénateurs, parce que quand vous prenez, vous l'avez déjà dit, au niveau des grands électeurs, vous prenez la Géorgie, 16 grands électeurs, 48% pour Biden, 50,5% pour Trump. Même au niveau du Michigan, Trump a gagné. Le Nevada, Trump a 49,2, Biden 48,6. Au niveau du Wisconsin, pas encore, on l'a dit tout à l'heure, mais au niveau de tous les États, on a vu que Trump a gagné. Est-ce que c'est cela qui agit véritablement au niveau des sénateurs? Est-ce qui fait que les républicains passent devant? Non, pas exactement, parce qu'au niveau du Sénat, ce n'est pas tous les sièges qui étaient en train d'être renouvelés. C'est un tiers du Sénat qui était en train d'être renouvelé. Il y a 35 sièges qui devaient être renouvelés, et dans ces 35 sièges qui devaient être renouvelés, il y avait 12 sièges qui étaient des sièges démocrates déjà. Oui. Maintenant, les démocrates avaient besoin au niveau de ce Sénat de gagner 4 sièges supplémentaires. S'ils avaient gagné 4 sièges supplémentaires, ils peuvent avoir la majorité. Oui. Ou bien si Biden est élu, s'il gagne 3 sièges supplémentaires, avec ces 3 sièges supplémentaires, ils sont capables d'avoir la majorité. Donc, cette élection au niveau du Sénat n'a pas été une élection nationale comme l'élection présidentielle. Il y a des endroits où on devait renouveler
les membres du Sénat. Et on a vu parfois des républicains perdre, des démocrates ont pris. On a vu également des démocrates perdre au niveau de l'Alabama, par exemple, et les républicains ont pris. Et c'est ça qui a fait que jusqu'à présent, c'est plutôt les républicains qui l'emportent pour ce qui concerne le Sénat. En tout cas, les Américains pensaient qu'avec le réveil, ils auront le nom de leur président de la République. Cela n'a pas été le cas. On va entendre les deux candidats. Ils sont très confiants. Nous nous sentons bien là où nous sommes. Nous le sommes vraiment. Je suis ici pour vous dire ce soir que nous pensons être en bonne voie pour gagner cette élection. Nous allons devoir être patients jusqu'à ce que le dur travail de comptage des votes soit terminé. Et ce n'est pas fini jusqu'à ce que chaque vote soit compté, chaque bulletin de vote sera compté. Nous irons donc à la Cour suprême des États-Unis. Nous voulons que tous les votes cessent. Nous ne voulons pas qu'ils trouvent des bulletins de vote à 4 heures du matin et les ajoutent à la liste. Oui, mais ça c'est le jeu des équilibres du pouvoir au niveau des États-Unis, puisque en principe, dans une démocratie, il doit y avoir ce qu'on appelle un contre-pouvoir. Et ils l'ont organisé pour que, quand quelqu'un est au pouvoir, si le président de la République n'a pas la majorité au niveau du Sénat, ce Sénat est là pas seulement pour contrôler l'action gouvernementale, mais parfois pour dire nous ne sommes pas d'accord avec cette direction qui a été prise. On l'a vu avec le président Obama quand il a voulu faire passer son Obamacare. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On s'est opposé, on est parti, on est revenu. Pour moi, c'est une très bonne chose que dans un pays, qu'il y ait ce contre-pouvoir pour que on n'est pas un président tout-puissant qui, quand il dit une chose, ça va être ça, rien d'autre. Une démocratie, ce n'est pas tout le pouvoir remis à quelqu'un, fût-il le président de la République. Maître Éric Emmanuel Sousa, on l'a vu, Joe Biden est devant, mais au niveau des sénateurs, on voit que les républicains dominent à ce niveau. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Non, enfin, pour l'instant, les jeux ne sont pas encore complètement faits. Ils dominent, certes, mais bon, je voudrais rebondir sur l'analyse de Mamadou Diouf tout à l'heure. Bon, c'est vrai que l'esprit des institutions est empreint de ce souci de checks and balances qui consiste à trouver des équilibres. Mais malheureusement, on a vu que ce système a été dévoyé. Il a été dévoyé sous Trump, où avec un Sénat totalement acquis à Trump, Trump a fait exactement tout ce qu'il voulait faire sans que, justement, le contre-pouvoir ait fonctionné. Donc, il y a aussi une dérive de ce contre-pouvoir qu'il faut corriger. Et il est heureux, de temps en temps, que le président des États-Unis ait une véritable opposition qui lui permette de tenir les rails. Mais là, on a une mandature Trump qui a déraillé littéralement. C'est-à-dire qu'il y avait des décisions qui étaient prises. Par exemple, bon, on va pas citer tous les exemples, mais l'enquête qui a été menée par le procureur Mueller, cette enquête a été complètement sabotée et empêchée par un Sénat acquis à Monsieur Trump. Acquis à Monsieur Trump. Bon, Monsieur Trump décide de nommer à toute force, contre toutes les traditions américaines. C'est vrai que la loi ne l'a pas dit comme ça. La Constitution n'a pas prévu qu'on ne peut pas nommer un nouveau juge à la Cour suprême lorsqu'on est en année d'élection. Il a fait le forcing et il a obtenu de déséquilibrer complètement une autre institution qui aurait pu être une institution de contrôle, un contre-pouvoir, la Cour suprême, en y nommant un juge qui va complètement bouleverser la tradition, les grandes traditions jurisprudentielles des États-Unis dans un sens ultra conservateur. Et ça, c'est des dérives qu'il faut craindre. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je souhaite vivement, quel que soit le président qui sera élu, que nous ayons un Sénat qui fasse exactement ce pourquoi on a créé les contrebalances et les contre-pouvoirs. Parce que là, ici, on assiste à quelque chose qui est devenu ubuesque, où le président a une immunité acquise parce qu'il sait qu'il a un Sénat qui lui est complètement acquis. Ça, c'est le problème principal de ces 4 années de M. Trump. C'était juste oui, Maître Éric Emmanuel Sousa, vous n'avez pas pu réagir sur l'avance de Joe Biden. Pour vous, Joe Biden est parti pour gagner? Non, pas du tout.
Alors aujourd'hui, bien malin qui dirait celui qui a déjà remporté la course, parce que le système américain l'est fait de sorte que, bon, là, en ce moment, il manque, pour que le compte soit complet, qu'on ait le résultat de 9 États. Bon, en fonction du nombre de grands électeurs qu'on aura dans ces 9 États, ça peut complètement chambouler l'équilibre qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que l'avance de Joe Biden peut complètement être compromis par le nombre de grands électeurs qu'on aura dans les États qui seront remportés par les républicains. Donc non, les jeux ne sont pas encore faits. Comme ils disent, too close to call. On a encore peut-être 24 ou 48 heures devant nous, parce qu'il y a tous les votes par correspondance qui n'ont pas été décomptés, et les votes par anticipation aussi n'ont pas été décomptés. Mais M. Trump est déjà en train de prévenir qu'il va contester la façon dont on a fait les décomptes dans le Wyoming, dans le Wisconsin, pardon. Et il conteste également l'avance des démocrates dans l'Arizona. Donc ça nous promet des semaines assez houleuses. Et c'est cela le troisième point. Mamadou Diouf, selon vous, Trump osera-t-il contester les résultats en justice s'il n'est pas élu? Mais est-ce que la question se pose actuellement, puisqu'il n'a même pas attendu les élections pour dire je vais contester. Voilà. Non seulement il n'a pas attendu, il avait déjà montré ce qu'il va contester, ce que Maître vient de dire, le vote par anticipation, le vote par correspondance. Bon, vous l'avez vu dans sa déclaration après les élections. Bon, je me dis que c'est précipité. Maître va clarifier cela, parce que pour une procédure, quand même, il faut attendre au moins qu'on proclame les résultats avant d'aller à la Cour suprême. Mais lui, il dit qu'il va déjà saisir la Cour suprême parce qu'il veut même empêcher qu'on continue de dépouiller ces votes-là. Mais on est dans quel état? Il faut se poser la question. Il faut au moins se laisser dépouiller, attendre les résultats. Comme Maître l'a dit, tout n'est pas encore joué. Mais s'il demande qu'on arrête de dépouiller, comment on va maintenant faire avec ces élections? Comment on va déterminer qui a gagné, qui n'a pas gagné, alors qu'il y a un certain nombre d'États où c'est clair aujourd'hui, la Pennsylvanie, où il y a plus de 2 500 000 personnes qui ont contribué à ce vote par anticipation, ils sont clairs, ils ne peuvent pas donner les résultats dans les 24 heures, il faut que les gens patientent. Et c'est l'attitude de Biden, il dit aux gens patientez, en disant, bon, je crois que je vais gagner. Je crois que c'est préférable que l'attitude de Trump qui veut déjà aller à la Cour suprême alors que on n'a pas encore proclamé les résultats. Maître, selon vous, s'il veut contester, quelle arme il a? Écoutez, il faut quand même qu'on sache sur quelle base légale. Vous savez quoi? Il faut d'abord attendre de connaître le fait pour aviser de ses conséquences. Ouais. On n'a encore aucun fait. Monsieur Trump ne nous dit pas, voilà où se trouve la fraude, voilà sur quelle base légale je conteste le résultat de tel ou tel État, ou de tel comté, de tel bureau de vote, etc. Mais il annonce déjà, et Twitter a dû le rappeler à l'ordre ce matin, qu'on est en train de vouloir lui voler même le résultat des élections. Il annonce à son électorat qu'on est en train de leur voler leur victoire. Mais quel type de président avons-nous là? Mais bon, il est en passe d'être réélu président des États-Unis. C'est pour ça que je dis, pardon, quand on commente aujourd'hui sur les États-Unis, il faut faire preuve de beaucoup de prudence. Parce que ce que nous pensons ici à 12 000 kilomètres est loin d'être confirmé ou une réalité dans le pays même, parce que bon, il est comme ça, mais il a encore énormément de popularité. Il a encore ce ne sont plus des militants, il a des fanatiques autour de lui qui feraient tout, il donnerait tout, il tuerait père et mère parce que il faut que Trump gagne ces élections-là. Et ils sont déjà dans la rue, en train de menacer, qui sont des milices armées. Ils sont là déjà, prêts à faire le coup de feu si Trump ne gagne pas les élections. Alors vous voyez qu'il est prêt à mettre le pays à feu et à sang s'il le faut pour être proclamé président une deuxième fois. Bon, avec quelqu'un d'aussi erratique, qu'est-ce que vous voulez faire? Mamadou, on le voit aussi moins confiant qu'il y a 4 ans. Est-ce que le président Trump ne prépare pas l'opinion à son échec? Ce n'est pas... On peut parler de préparer à son échec si lui, il était dans la logique d'accepter son échec. Il n'est pas dans cette logique. Rappelez-vous le premier débat, quand on lui a posé la question toute simple. Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître les résultats? Mais il n'a pas accepté de donner une réponse compréhensible. Et ce que Maître dit est très vrai.
Mais vous avez des gens qui sont en train de se barricader, mais si ces gens le font, c'est parce qu'ils voient cette pression de ces partisans, surtout dans la rue, qui sont prêts à tout pour qu'il reste président de la République. Mais celui-là n'est pas en train de préparer son échec. Il est en train, au contraire, de vouloir refuser son échec et de vouloir expliquer qu'il n'a pas échoué, mais il a gagné. J'allais dire que ça ressemble à quelque chose qu'on a vu quelque part en Afrique. Je gagne ou je gagne. C'est un match où je suis victorieux. Il n'est pas possible que je perde. Si j'ai perdu, c'est parce qu'il y a eu de la fraude quelque part. Mais ça, ce n'est pas préparer un échec. Au contraire, c'est préparer ses partisans à ne pas accepter qu'il a perdu les élections, mais qu'on lui a retiré sa victoire, alors que pour le moment, il ne peut pas dire qu'il a gagné les élections. Maître, quand on est en face d'un pays qui est présenté comme le meilleur en matière de démocratie, la première puissance au monde, et voilà son président qui visiblement donne un mauvais exemple, quel sera sans doute l'avenir des États-Unis? Écoutez, l'avenir des États-Unis, gardons-nous de faire des pronostics. Ça dépend de qui est le président des États-Unis. Monsieur Trump nous a habitués à gondouaniser les États-Unis. Donc, un peu plus ou un peu moins, il n'y a plus rien qui étonne de sa part. Maintenant, l'avenir des États-Unis va dépendre effectivement de qui va être proclamé président des États-Unis. Il est clair que l'avenir des États-Unis avec Joe Biden sera radicalement différente de l'Amérique de Monsieur Trump. Monsieur Trump ne va faire que radicaliser les clivages qu'il y a déjà en ce moment, qui avant étaient larvés et maintenant sont devenus plus explicites, et avec des antagonismes beaucoup plus acérés, où finalement, dans le même quartier, les gens osent plus parler politique, parce que ça peut créer, ça peut dégénérer dans des bagarres et des violences. Dans des familles, les gens n'osent plus parler politique aujourd'hui, parce que, la coupe est pleine, quoi. Vous voyez, il est... devenu carrément supporter des suprématistes blancs. Dans une Amérique où beaucoup de gens disent Black Lives Matter. Comment voulez-vous que cette Amérique-là soit un pays attractif pour des comme nous, qui pourrions nous retrouver dans une rue de Chicago en étant sûrs de rentrer chez nous tous les soirs? Ça aussi, ça fait partie des problèmes que pose l'élection de Monsieur Trump. Parce que, honnêtement, ce n'est plus le pays que je connais, que j'aime. C'est un autre pays, et il est en train de tout faire pour le rendre encore plus radical. Attendez, vous avez tous vu ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd. Il n'a pas exprimé un mot de compassion en direction de cette famille et de cet Américain mort. Par contre, il a dit que lui, ce qui l'intéresse, c'est la loi et l'ordre. Donc, la loi et l'ordre, ça veut dire que ceux qui protestent ne sont pas respectueux de la loi et de l'ordre. Donc, avec quelqu'un comme ça, non. Écoutez, on n'a pas besoin d'avoir des pensants républicains ou démocrates. Il faut bien dire que M. Trump, en tout cas, malgré ses supporters et ses amis, est quelqu'un de dangereux pour la paix dans le monde. Mamadou, est-ce qu'on peut dire qu'avec Trump, l'Amérique s'est fourvoyée complètement des valeurs démocratiques? Mais c'est très clair, hein? C'est très clair aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Quand on parle de démocratie à l'intérieur, il vient de le souligner clairement. Même pendant la campagne, il est allé dans une ville où on a tué également un noir. Mais la moindre des choses qu'on attend dans ce genre de situation, c'est d'aller au moins présenter des condoléances à la famille du défunt, quelle que soit l'appartenance de la famille du défunt, quelle que soit la couleur de la peau. Et en cela, il joue son rôle de président de tous les Américains. Voilà. Même chez nous, quand on est mal élu, quand on se relève, la première chose qu'on dit, c'est qu'on va être le président de tout le monde. Mais si c'est en Afrique qu'on le fait, à plus forte raison aux États-Unis, mais comme il l'a dit, il s'est mis carrément du côté des suprémacistes blancs. Dans les débats, quand on lui a demandé de condamner, tout le monde a vu sa réaction. Tout le monde a vu sa réaction. On l'a vu quand ils ont filé sur les gens avec une voiture. Tout le temps, il est en train de protéger ces gens. Et bon, ça se comprend d'un point de vue politique parce que c'est son électorat.
c'est des gens qui sont à la limite des adhérents par rapport à ce Trumpisme-là. Ces gens, s'ils les condamnent, ils perdent immédiatement son électorat et il l'avait tellement compris qu'à chaque fois, soit il les défend, soit il préfère contourner la question qu'on lui pose. Donc, à l'interne, c'est un problème. À l'échelle mondiale, c'est une catastrophe. Tout le monde a vu comment Trump a remis en cause bien des choses d'un point de vue multilatéral pour nous ramener à un unilatéralisme qui n'a servi à absolument rien. Heureusement que pour son dernier cas concernant l'Iran, certains pays se sont désolidarisés en disant qu'ils ne vont pas suivre. Mais quelqu'un comme ça, au devant du monde, vous imaginez ce que ça va donner s'il a encore 4 ans devant lui. Maître, avec un Trump qui déjà refuse ce qui se passe, s'il reste président, quelles leçons il peut donner à d'autres démocraties et surtout à des pays, voire des chefs d'État africains? Bon, alors, justement, un deuxième mandat de Trump serait porteur de beaucoup de déséquilibres dans le monde. Parce que cette fois-ci, il n'a plus le souci de sa réélection. Donc, à partir de ce moment-là, il n'a plus à plaire à un électorat. Donc, il fera exactement ce qui lui passe par la tête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une vision de la présidence qui est narcissique au point que si ça ne... Enfin, il ne s'agit que de sa personne et de son ego. Si ça plaît à son ego aujourd'hui de décider que... écoutez, la capitale d'Israël sera carrément transportée en Palestine, si. Il le fera parce qu'il a les moyens, il a la force et il a tous les pouvoirs pour y arriver. Il se fiche littéralement de ce que pense le secrétaire général de l'ONU. Pour lui, c'est epsilon. Il ne le calcule pas, comme on dit. Voyez. L'ONU même comme institution, il a prévenu plusieurs fois qu'il ne va pas contribuer à payer des gens qui passent leur temps à le critiquer et à critiquer sa politique. Ou à prendre des dispositions qui contrecarrent sa vision hégémonique du monde. Donc, vous voyez, c'est calamiteux. Et honnêtement, une réélection de Trump ne serait pas une bonne nouvelle. Je le dis, mais ça n'engage que moi. Il y a beaucoup de gens qui l'accueilleront avec énormément d'enthousiasme, mais je considère que ce serait une calamité. Parce que, regardez, Obama a essayé, est parvenu, non sans peine, à trouver des moyens diplomatiques pour créer des relations avec Cuba. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Avec la Corée du Nord, qu'est-ce qu'il a fait? Avec l'Iran, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, et au fur et à mesure, ça continue. Et il considère que c'est en faisant cela qu'il rend l'Amérique plus grande. L'Amérique pour les Américains. Oui, mais en rétrécissant, en fait, l'espace de sympathie que ce pays pourrait avoir. Alors, vous rendez compte? C'est-à-dire que, en fait, il a un tropisme qui est littéralement enfantin. Il se comporte comme un enfant à qui on refuse un jouet. Il est prêt à casser le jouet plutôt que... Non, attendez. Sincèrement, à Dieu ne plaise, mais maintenant, il ne reste plus que la foi pour nous en délivrer. Madou, avec une probable victoire de Joe Biden, on a vu tout ce que Trump est capable de faire. Quels seront sans doute les soutiens de Biden? En fait, ce que Maître dit est plus que vrai. Si Trump était réélu, beaucoup d'États vont envoyer des lettres de félicitations. Mais si tu étais présent là où on écrit la lettre de félicitations, ce que les gens disent et ce que les gens écrivent, ça sera deux choses qui sont différentes. Mais cela veut dire que si Biden réussit à gagner ces élections, il y aura une sorte de soulagement au niveau planétaire. Vous avez des gens qui ont déjà pris des postures de la sorte en disant que mais ça suffit avec Trump. Mais bon, d'un point de vue diplomatique, nos États ne peuvent pas aller sur ce plan-là. C'est des analystes et autres qui peuvent parler de la sorte. Maintenant, un Biden qui arrive aux États-Unis, il y a un certain travail qu'Obama avait commencé et que Trump s'est mis pratiquement à casser littéralement quand il est arrivé. Lui qui était le vice-président d'Obama, c'est pas lui qui va rejeter ce qui avait été. Malheureusement, il n'a pas cassé l'élan économique. Oui, mais l'élan économique, on ne peut pas casser parce qu'il faut pas que les gens se trompent. C'est vrai qu'il y a eu un éclairci d'un point de vue économique pendant le mandat de Trump. Mais vous croyez que Trump a développé les États-Unis pendant 4 ans? Non.
Il y a un travail qui a été fait par Obama. Trump est venu trouver ce travail qui a été fait. Il a mis ses briques sur des briques qu'on avait laissées. C'est pas Trump qui est venu poser une première brique et ça a donné ce que l'on voit aujourd'hui au niveau des États-Unis. Donc, il ne faut pas qu'on trompe les gens également sur ce plan-là. C'est tout un travail qui a été fait. Il est arrivé au moment où, effectivement, l'économie se portait le mieux. Parce qu'il y a tout un travail de fond qui avait été fait avant qu'il n'arrive. Il a poursuivi ce travail-là. Je crois que si Biden arrive, ça sera exactement la même chose. D'un point de vue économique, il va continuer sur la même lancée. Sur le plan international, c'est clair qu'il ne va pas continuer avec cette attitude de Trump, qui même à l'intérieur des États-Unis n'est pas appréciée, parce que difficile de comprendre que quelqu'un, effectivement, décide d'être à la limite le nombril du monde. Tout ce qu'il dit, c'est ça. Celui qui ne veut pas, tu n'es pas d'accord avec lui, tu deviens un adversaire ou bien un ennemi. On ne peut plus gérer ce monde-là comme cela aujourd'hui. Maître Éric Emmanuel Sosa, vous êtes avocat. Merci beaucoup. On a été sevré de vos analyses. C'est vrai que vous avez pris le train en cours, mais on aura l'occasion de vous avoir sur le plateau et analyser avec minutie ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Mamadou Diouf, vous êtes éditorialiste. Merci beaucoup à vous. On marque une petite pause, le journal, et on revient pour la suite.